répondre sur la diplomatie Macron, on s'est aperçu qu'il ne faisait que des volte-face au cours de ces 2 mandats. Et on a mis ça sur le compte du « en même temps », c'est-à-dire du marketing politique. Bon, finalement, Macron, c'est un peu tout. C'est un peu toutes les traditions diplomatiques françaises. C'est un patchwork. C'est un opportuniste. Il fait ce qu'il veut. En fait, non, il a fait souvent des volte-face soumis à la pression de différents éléments. La question des ingérences étrangères se pose sur plusieurs dossiers liés à la Macronie et à Macron depuis 2017. Emmanuel Macron, c'est bientôt fini. Le président français a engagé son dernier tour de piste comme chef de l'État, chef des armées et patron de la diplomatie de son pays, un rôle qu'il occupe depuis déjà 9 ans. Avec le sommet France-Afrique, rebaptisé Afrique-France et désormais Africa Forward, il a engagé la série des dernières fois. Bien entendu, pour son ultime rencontre avec le continent africain, il a encore fait du Macron, notamment en faisant la leçon à tout le monde et en jouant aux surveillants de secteur, parce qu'il estimait que le public d'une conférence dont il n'était pas le personnage principal se montrait trop dissipé. Already? You're not waiting your turn. I will make order. Excuse me, everybody. Hey! I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game, okay? Macron s'en va. Et le premier à le rappeler à tout propos est Donald Trump, qui l'a piqué à plusieurs reprises sur le même thème. Emmanuel Macron vient de déclarer il y a moins d'1 heure qu'il ne rejoindra jamais une force opérationnelle dans le détroit d'Ormuz avant que les hostilités ne prennent fin. Qui a dit cela ? Le président Macron de la France. Quelle est votre réaction à cela, monsieur ? Eh bien, il ne sera bientôt plus en poste. Donc, nous verrons bien. Je ne sais pas. Il est donc peut-être temps d'établir le bilan international d'Emmanuel Macron. Son bilan, au regard de l'histoire diplomatique grand public, telle que narrée par les grandes agences de presse et reprise par la plupart des médias, mais aussi son bilan au regard des grands dossiers qu'il a eu à affronter. L'histoire secrète de la gestion des dossiers à la lisière entre la diplomatie, la technologie et l'économie. L'histoire secrète des crises, des bras de fer, des renoncements, voire des trahisons. Qui mieux que le journaliste d'investigation Marc Andevelde, auteur d'ouvrages comme L'emprise, la France sous influence ou Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien, peut amorcer ce travail-là. Grand conflit, relations avec les États-Unis et la Chine, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Emmanuel Macron a-t-il été à la hauteur des défis ? A-t-il permis à la France de se renforcer, de se transformer, de s'adapter aux nouvelles donnes, ou a-t-il été défaillant, voire traître à sa nation ? Marc Andevelde, dont je vous conseille l'excellente newsletter de Big Picture, hébergée par la plateforme Substack, est l'invité de cette édition spéciale de Mondialité sur Off Investigation. Bonjour Marc. Bonjour, Céphile. Alors j'aimerais qu'on commence cet entretien par une évaluation finalement du personnage Macron qui s'en va dans le concert des nations. Bientôt, comme Trump le rappelle, est-ce qu'au final il aura été un président qui a innové, qui a géré l'existant, qui s'est adapté, qui a communiqué ou alors qui a été défaillant, voire traître à sa nation ? Sur le plan international ? Sur le plan international. Sur le plan international, Macron, il a beaucoup parlé, il a beaucoup communiqué et il a eu finalement assez peu de résultats. Alors, sur le plan de la communication, si je fais la part des choses, il n'a pas fait que de la com, il a quand même parfois décrit des choses justes, mais comme un commentateur, si tu veux. Et notamment, l'une des choses les plus justes qu'il a pu décrire, c'est ce qu'il appelle la fragmentation de l'Occident. Depuis 2019-2018, il multiplie les grands discours, notamment sur l'Europe, et il parle de la fragmentation de l'Occident. En fait, il en parle très tôt de cette fragmentation de l'Occident, parce qu'il comprend assez vite
et je vais expliquer après pourquoi il comprend assez vite cela, contrairement au discours dominant, notamment venant de l'Occident, il n'y a pas un choc total Occident contre le reste du monde, contre les autres pays, même s'il y en a un en fait, d'une certaine manière, par l'impérialisme occidental. Mais en réalité, au sein même de l'Occident, il y a une implosion et une augmentation des tensions entre des alliés d'hier qui ne le sont plus forcément toujours aujourd'hui. Et bien avant Trump, ça commence en fait avant Trump. Donc il a une bonne intuition. Et là, il a une bonne intuition. Et quand je dis il y a des tensions entre les alliés d'hier et d'aujourd'hui, c'est des tensions en fait entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, notamment après le Brexit, mais ça avait commencé un peu avant, je pourrais y revenir après, où c'est des tensions en coulisses entre les Israéliens et les Américains, par exemple. Même si, dans les faits, ça se traduit à chaque fois par un soutien américain à la politique guerrière d'Israël, mais en fait, en coulisses, il y a quand même de très très fortes tensions. Ça, Macron est au courant de ça, pour la raison suivante, c'est qu'il a été banquier d'affaires chez Rothschild & Co, donc la banque d'affaires Rothschild à Paris. Et Rothschild & Co, comme les grandes banques d'affaires à Paris, ont une activité de conseil aux États, notamment sur la question des dettes publiques des États. Et donc, les banques d'affaires, ce n'est pas uniquement le business, les fusions-acquisitions, ils ont également énormément de renseignements et d'informations sur les coulisses diplomatiques du monde. D'ailleurs, pour les services de renseignement, on va dire c'est un terrain idéal, ces banques d'affaires, parce qu'en fait, effectivement, ils sont à la jonction de la diplomatie, de la géopolitique et de la finance au sens plein du terme. Et donc, Macron, c'est pour ça qu'il avait cette, entre guillemets, intuition, parce qu'en fait, il connaît les coulisses depuis 20 ans de la question financière internationale, depuis la crise financière de 2008. Je rappelle qu'il entre chez Rothschild à l'automne 2008. Et à partir de là, il va comprendre, peut-être plus vite qu'une partie du personnel politique français, un nouvel état de ce qui se forme du côté occidental. C'est-à-dire pas une lutte extérieure, mais en fait une lutte intérieure. Et le fait qu'il n'y a plus de moteur réel à cette perspective occidentale ou occidentaliste, ce qui explique que, par exemple, tout le courant, ce qu'on a appelé en France néoconservateur, venant des États-Unis, mais dont il y a énormément de relais également dans le pays, pour cette politique néoconservatrice, donc en fait civilisationnelle, donc l'Occident qui serait la civilisation face aux barbares, entre guillemets, je mets bien évidemment les barbares islamiques, hein, parce que c'est leur vue culturaliste du monde. En fait, il comprend que c'est en train de se fragmenter dans ce dispositif-là. Mais qu'est-ce qu'il fait de cette intuition ? Pas grand-chose, parce qu'en réalité, il n'a pas de stratégie. Macron, dans toutes les activités, donc en diplomatie ou pas en diplomatie, il a un défaut personnel, c'est qu'il ne sait pas imprimer un rapport de force. Ce n'est pas du tout un homme du rapport de force, c'est un homme qui se loge dans le rapport de force, comme un banquier d'affaires d'ailleurs, ou comme quelqu'un qui fait du commerce, c'est-à-dire il veut être bien avec toutes les parties, mais résultat, il est vide à l'intérieur. C'est-à-dire il n'a ni stratégie ni conviction. Sa capacité, c'est de se placer au centre, au milieu des rapports de force. Mais il est en incapacité déjà de mobiliser une partie de la population pour soutenir son projet, on l'a vu après deux quinquennats, mais c'est également le cas à l'international. Et résultat, ce qui était possible dans le business, c'est-à-dire dire blanc à quelqu'un et dire noir à quelqu'un d'autre, n'est pas possible en diplomatie, où finalement tout se sait à un moment donné, et surtout la diplomatie, c'est des négociations sur le long terme, où la confiance entre États, entre leaders du monde, elle se fait vraiment sur le long terme, même entre démocraties, où il y a le jeu des élections qui fait que les leaders changent. Mais Macron, ça n'a pas compris, et donc il a continué en gros à dire noir ou blanc à chacun de ses interlocuteurs, sauf que les interlocuteurs, ils se parlent entre eux, et donc ils se sont rapidement ils se sont rapidement aperçus qu'en gros, Macron n'était pas digne de confiance, que Macron n'était pas fiable et surtout était parfois duplice, à force de promettre le fameux mot, parce que c'est le mot qu'il a prononcé lui-même. Et oui, parce qu'il sait très bien. Oui, alors ça, c'est pour dénier pour se dénier cette qualité-là même. Dénier cette qualité, mais en réalité, il a une forme de duplicité, mais à la rigueur, on pourrait penser qu'il pourrait avoir une forme de duplicité liée
a une vraie stratégie, parce que lui qui parfois se prévaut de la réelle-politique, en fait, il n'en fait pas ou il a du mal à en faire. Alors, à sa décharge, il a du mal à en faire parce qu'en fait, la France a perdu énormément d'éléments de puissance depuis 40 ans, encore plus depuis 20 ans, et donc il paye également les décisions antérieures, tant de François Hollande que de Nicolas Sarkozy, pour ses prédécesseurs directs, ou même, on peut revenir même à Jacques Chirac. Mais un point important, c'est qu'on a cru, et les commentateurs ont cru, même moi au départ, en 2017, parce qu'il l'avait dit, mais c'est toujours pareil avec Emmanuel Macron, il ne faut pas en rester au discours. J'ai presque, après, avec une certaine provocation, de dire il ne faut pas l'écouter, Macron, parce que si tu commences à l'écouter pour essayer d'interpréter, expliquer qu'est-ce qu'il veut dire, s'il en reste sur l'analyse du monde, il peut avoir quelques intuitions. Mais si tu veux savoir ce que pensent réellement les convictions et surtout sa stratégie, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut porter pour la France dans le monde entier, là, il ne faut pas forcément l'écouter parce que sinon tu es vite perdu. Et ce qui s'est passé au premier quinquennat, c'est qu'il avait un discours facialement qu'on pourrait qualifier de gaulo-mitterrandien, c'est-à-dire un retour à la diplomatie traditionnelle de la France, notamment vis-à-vis des pays du Sud, notamment vis-à-vis des pays du Maghreb, de la politique, un retour. Certaines personnes au Quai d'Orsay Même la Russie. Voilà, même la Russie a cru à des éléments. Et au Quai d'Orsay, beaucoup de gens ont cru à un retour de la politique arabe de la France. Et en réalité, ça n'a pas du tout eu lieu, parce qu'en réalité, Macron n'était là, pour le coup, que dans une posture. Et en fait, en coulisses, ce n'est pas qu'une question de conviction, c'est également une question du fait qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, lui, tout simplement parce qu'il s'est accoquiné avec énormément de réseaux affairistes, souvent, d'affaires, si je suis plus neutre, mais qui traînent des réseaux d'intermédiation à niveau international. Ça l'a percuté au moment de l'affaire Benalla, on pourra revenir dessus. Et donc, en fait, il n'est pas totalement libre de ses mouvements, et depuis une dizaine d'années à la tête d'un pays comme la France, en réalité. Un président sous influence avec S, alors. Oui, un président sous influence au pluriel, où chaque puissance concurrente ou alliée ou faussement alliée, donc on va dire concurrente ou ennemie de la France, peuvent jouer de levier sur le président de la République à plusieurs moments. Il y a un épisode central, j'ai cité l'affaire Benalla, mais un épisode central de ça a été la reconnaissance par la France du Sahara occidental, enfin de la marocanité du Sahara occidental, qui a mis en colère l'Algérie. On va parler spécifiquement du dossier algérien de l'Afrique du Nord. Alors, je voudrais qu'on évoque d'abord, pour entrer dans le dur, l'histoire secrète des relations entre la France et les États-Unis. Oui. Je voudrais qu'on s'arrête sur finalement la révélation de l'espionnage de la France par la NSA, une révélation qui a été faite sous François Hollande. Alors tu reviens, d'ailleurs grâce à Edward Snowden, qu'il faut remercier en tant que Français. En janvier dernier, tu revenais sur ce dossier-là et ses développements sous Macron avec un article intitulé, dans ta newsletter, que je conseille bien entendu, « Les amis américains espionnent la France ». Et cela ne dérange pas grand monde. Peux-tu nous en dire plus sur la manière dont Macron a géré la montée justement en puissance de cette relation quasiment toxique entre Paris et Washington? Alors, plusieurs choses. Quand je parlais tout à l'heure de l'affaiblissement des éléments de puissance et des décisions antérieures, on voit bien que là, que ça soit sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy ou celui de François Hollande, il y a des décisions qui ont été prises qui impactaient la souveraineté française et même européenne, concernant notamment les questions d'espionnage électronique, d'utilisation de logiciels américains, y compris du côté des forces de défense françaises. Donc, pour donner deux exemples importants, pendant plus de 10 ans et encore aujourd'hui, le ministère de la Défense français utilise le logiciel Microsoft. C'est des décisions qui ont été prises et confirmées, qui ont été prises sous François Hollande, qui ont été confirmées sous Emmanuel Macron, même si cette année, en 2026, enfin, il y a une prise de conscience du ministère de la Défense qui fait qu'ils vont peut-être se tourner vers des logiciels plus indépendants, voire des logiciels libres, comme en Italie. On va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, mais en tout cas,
Ils ont mis énormément de temps. Et un autre exemple, c'est Palantir, donc la société de Peter Thiel, qui est spécialisée dans le traitement des Peter data. Thiel, qui est un proche de Donald Trump, Proche de Donald Trump, suprémaciste blanc, libertarien. d'extrême droite, libertarien, et qui travaille beaucoup avec sa société Palantir, donc qui est spécialisée dans le traitement des data et des data sensibles. Il travaille beaucoup avec des services de renseignement du monde entier. Et la DGSI, donc le contre-espionnage français, a signé avec Palantir depuis déjà en fait 2016. À l'époque, parce que soi-disant, il n'y avait pas de solution française juste après les attentats de 2015, et donc il y avait une nécessité et une urgence d'utiliser Palantir. Je rappelle, Palantir est soi-disant un logiciel fermé, qui n'a pas d'accès à Internet, sauf qu'en réalité, on peut se demander s'il peut y avoir des backdoors, comme on dit en informatique, et donc des portes dérobées, et qui permettent à des interlocuteurs autres, et donc des puissances étrangères, en l'occurrence là les Américains, qui pourraient accéder aux données utilisées par les Français. C'est une éventualité. Et ça, par exemple, Palantir, le logiciel a été renouvelé par la DGSI l'année dernière. Bon, ça ne provoque aucun débat. Là, je parle spécifiquement de ces logiciels-là, mais ça, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que bon, là, Macron, il pâtit de l'affaiblissement de la souveraineté française vis-à-vis des États-Unis. Donc il pouvait bien être dans un discours gaulo-mitterrandien d'indépendance de la France, façon Dominique de Villepin, discours de l'ONU en 2003, on se rappelle, Jacques Chirac s'était opposé à la guerre du Golfe, deuxième guerre du Golfe américaine. Bon, Macron, en fait, il n'a pas eu la capacité de faire ça parce qu'il pâtit de cet affaiblissement de la souveraineté française. Mais, Après, sa relation personnelle avec Donald Trump, qu'il a connue sur 2 mandats, et avec les 2 mandats de Donald Trump également, ont été beaucoup plus complexes qu'on a bien voulu le croire. Il y a eu tout un storytelling du côté élyséen pour dire « c'est mon meilleur pote » et compagnie. De l'autre côté, Trump n'a pas arrêté d'humilier Macron par plein d'épisodes qu'on connaît, y compris des épisodes tactiles, parce qu'il répondait au côté très tactile de Macron, des blagues vachardes, souvent envoyées à la face du monde, devant des conciliabules filmés, enfin pas des conciliabules, mais des interviews avec les 2 chefs d'État, des choses quand même très particulières, y compris des choses encore plus particulières quand on a appris par la presse américaine en 2022 que Donald Trump disposait d'un dossier secret sur le président français à travers une perquisition du FBI de la villa en Floride de Donald Trump. Parmi les pièces récupérées par le FBI, il y a un dossier sur le président de la France. Donc, tout le monde s'est posé la question de quoi s'agissait-il. Et en fait, Macron, avec Trump, il avait paradoxalement une meilleure relation que entre Biden et Macron. Et on aurait pu penser que Macron, on va dire, idéologiquement, était plus proche de Biden. Et en fait, pas du tout. Mais ce n'est pas qu'une question d'idéologie, c'est une question importante, là pour le coup, c'est que Macron, et ça revient à ce que j'ai commencé à dire au début, Macron, en fait, dans son élection de 2017, entre autres, qui est clé, il a utilisé tous les réseaux à sa disposition, tous les réseaux qui sont venus à son aide, pour son aide, enfin qui se sont portés à son aide. Et ces réseaux-là, il y a beaucoup de réseaux en réalité que moi j'ai perçus très tôt, mais il a fallu que je le documente, et donc je commence à peine à écrire des éléments, enfin j'en ai écrit déjà beaucoup, mais c'est en fait une partie de ces réseaux-là sont en fait en très forte proximité avec des réseaux de Trump ou Netanyahou. Ce qui d'ailleurs répond en partie à la raison à la question que j'évoquais, au sujet que j'évoquais, pourquoi Macron n'a pas du tout rétabli la politique arabe de la France. En réalité, il a été pendant très longtemps dans un alignement très clair avec la politique de Netanyahou, sans le dire forcément, mais en tout cas, il était dans un alignement jusqu'à ce que les 2 personnages et les 2 États se fâchent très fortement, mais bien avant en fait, pas bien avant, mais en tout cas avant le 7 octobre, ça je pourrais revenir dessus après. Et cette proximité-là de Macron dans son background, dans ses réseaux, dans son entourage, avec des personnalités plus ou moins connues, mais qui sont en réalité en point de contact avec la sphère trumpiste ou de celle de Netanyahou, a fait que ça l'a empêché sur plein de dossiers de développer une parole indépendante, en fait, que ce soit la sienne ou celle portée par l'État français.
pour donner un exemple, pour que les gens comprennent, mais par exemple, l'un des mentors d'Alexandre Benalla, sur lequel j'ai enquêté, finalement, et je l'ai écrit dans un autre papier que j'ai en janvier dernier, suite à l'intervention américaine contre Maduro au Venezuela, j'ai fait un papier pour expliquer justement quelles sont les raisons de ce « je t'aime moi non plus » entre Trump et Macron. Une sorte de relation un peu toxique, hein, d'une certaine manière, et qui n'est pas qu'une relation personnelle et que je veux psychologiser justement. Et en fait, je me suis aperçu que donc, un des mentors de Benalla était très lié à une grande puissance financière au Maroc qui s'appelle Yariz El-Baz. Yariz El-Baz est conseiller du roi Mohamed VI. C'est un personnage très important, hein, c'est une grande fortune, plus de 100 millions de dollars. Et surtout, il a préfiguré, il a été la cheville ouvrière des accords d'Abraham entre le Maroc et Israël. Et il est l'ami personnel de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Bon, on est dans ces niveaux de proximité-là dans l'entourage d'Emmanuel Macron. D'un mélange de politique et d'argent, il faut le dire. Ou d'argent, d'affaires, voire de renseignements parfois. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du Maroc, sur la reconnaissance par la France de la position du Maroc sur le Sahara occidental. C'est parce qu'on ne peut rien comprendre à ce dossier-là et à cette volte-face macronienne, parce qu'en fait, pour te répondre sur la diplomatie Macron, on s'est aperçu qu'il ne faisait que des volte-face au cours de ces 2 mandats. Et on a mis ça sur le compte du « en même temps », c'est-à-dire du marketing politique. Bon, finalement, Macron, c'est un peu tout. C'est un peu toutes les traditions diplomatiques françaises. C'est un patchwork. C'est un opportuniste. Il fait ce qu'il veut. En fait, non, il a fait souvent des volte-face soumis à la pression de différents éléments de diplomatie. Je reviendrai dessus juste après. Mais par exemple, dans le cas du Maroc, on ne comprend rien au dossier marocain et algérien si on ne rappelle pas ce qui s'est passé sur l'affaire Pegasus et sur les soupçons d'espionnage centrés sur le président français. Ouais, c'est un très élément, intéressant c'est un élément très important ce dont à savoir. on est en train de parler. Et à la fin, je pense que je te demanderai si cette imbrication dans tous ces lobbies ne font pas de lui quelqu'un qui finalement peut être traître à sa propre patrie parce qu'il est pris dans plusieurs jeux d'intérêt, mais on n'en est pas encore là. Je voudrais qu'on parle des relations entre la France et la Chine. Emmanuel Macron a été le président de la crise du Covid, et à ce sujet, tu as documenté une forme d'omerta médiatique sur le laboratoire P4 de Wuhan en Chine, d'où est peut-être partie la pandémie. On n'a pas de certitude absolue dessus, peut-être à cause d'un accident de laboratoire. Alors, en 2017, l'INSERM finançait une campagne de publi-reportage qui vantait la réussite de la coopération franco-chinoise, et la réussite de cette coopération, l'incarnation, c'était le laboratoire P4 de Wuhan. Mais quelques années plus tard, blackout, on ne veut plus en parler, on désire faire oublier ces liens qui prédominaient à Paris. Alors, tu as travaillé dessus. Qu'est-ce que l'histoire en retiendra, et qu'est-ce que finalement, dans cette crise mondiale, cette chose bizarre qu'est la relation réelle France-Chine sur ce laboratoire nous dit de la relation entre les 2 pays, notamment en ce qui concerne le transfert de technologies, etc. Là aussi, cette histoire-là, il faut revenir sur le temps long, et Macron n'est qu'un personnage de ce temps long. Il faut voir que la France a toujours eu une diplomatie très pro-chinoise, remontant à De Gaulle en partie, et même auparavant, au moment de la création, parce qu'on a été l'un des pays de l'ONU à reconnaître, un des pays à reconnaître le plus rapidement la République populaire de Chine, en 1949, donc enfin un peu après, juste après 1949. Donc, il y a toujours eu ce lien particulier entre la Chine et la France, qui a été extrêmement renforcé par De Gaulle ensuite dans une politique d'équilibre et de troisième voie, notamment vis-à-vis justement de l'impérialisme américain et Washington. Et par la suite, il y a eu 2 choses, notamment depuis 20 ans. Il y a eu un basculement du monde, notamment sur le plan des forces économiques et stratégiques, qui fait que la Chine a pris de plus en plus d'importance dans la globalisation des échanges, avec ce qu'on a appelé les routes de la soie notamment, mais c'est multiple. C'est notamment le fait que c'est l'usine du monde. C'est des évidences que je rappelle, mais il est bon de le rappeler. Et donc, le lien de dépendance entre l'Europe et la Chine est devenu de plus en plus important. Il n'y a qu'à rappeler l'Allemagne et le poids de l'Allemagne économique entre l'Allemagne et la Chine,
Concernant la France, le lien est lié à plus les spécificités françaises, et notamment aux industries les plus stratégiques et géopolitiquement sensibles. On a vendu depuis 30 ans, 40 ans des centrales nucléaires aux Chinois. Quand je dis on a vendu, c'est EDF et Areva, parfois en consortium. C'est des réacteurs d'ailleurs qui initialement étaient de conception américaine, fabriqués par le fabricant Westinghouse, mais c'est des licences qui ensuite ont été francisées et vendues aux Chinois. Les Chinois ont été très rapides pour en fait en faire leur propre réacteur, qu'ils ont appelé Hualong, Dragon en chinois. Et donc, il y a eu ces transferts de technologie, parfois par copie. C'est-à-dire que la France, en fait, voulait tellement vendre ses réacteurs nucléaires qui, en fait, n'étaient pas en capacité d'imposer des choses très précises en termes de transfert de technologie. Et donc, en réalité, les transferts de technologie ont été multiples, et même quand ils n'étaient pas forcément décidés par la France. Voilà. Et donc, ça s'est passé dans le nucléaire. Les Chinois ont construit des EPR français, mais plus vite même que les Français eux-mêmes en France. Donc on voit pourquoi, parce que l'industrie nucléaire chinoise, c'est des centaines de milliers d'ingénieurs, c'est une force de frappe considérable. En fait, dans cette relation-là, ça rappelle juste que la France, aujourd'hui, avec 58 millions d'habitants, est devenue un nain par rapport à une superpuissance comme la Chine. Pour revenir au sujet que tu évoquais, très, très polémique, dangereux d'une certaine manière au sens de la dangerosité entre guillemets potentielle qu'il y a eu autour du Covid, de ce qui s'est passé à Wuhan, on n'en sait toujours rien. Il y a toujours les deux hypothèses. Est-ce que c'est une zoonose? Est-ce que c'est une fuite de laboratoire? La position de la France a toujours été extrêmement gênée parce que, en fait, effectivement, c'est la France qui a livré le laboratoire de haute sécurité qu'on appelle P4 ou BSL4. Et le laboratoire de haute sécurité P4, c'est en fait, là aussi, c'est issu de l'industrie nucléaire française. C'est-à-dire le confinement, les Français étaient en experts dans le confinement pour utiliser des matériaux radioactifs. Et donc, ça a été utilisé et transposé dans les études de pathogènes extrêmement dangereux, type Ebola ou autre. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'industrie du confinement, dont la France est experte. Et donc, cette industrie du confinement a vendu un laboratoire haute sécurité à Wuhan. Et ça s'est passé sous Chirac. Chirac avait des liens aussi très fortement avec la Chine. On peut penser également à Jean-Pierre Raffarin. Et ce qui est très, ce qui est très saillant avec Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron a continué cette collaboration-là. Et là, pour le coup, aux grandes dames, entre guillemets, des occidentalistes, et de Washington, d'une certaine manière, on voit bien que la France n'a plus aucun mot à dire à la Chine, en gros. C'est-à-dire que là, le rapport de force est totalement en défaveur des Français, sauf qu'on a quand même donné des choses sensibles à la Chine, ou vendu des choses sensibles à la Chine. Et, sans avoir le pouvoir, d'influencer quoi que ce soit par la suite. C'est ça. Et donc, moi, j'ai interviewé confidentiellement un haut fonctionnaire de la défense français qui justement me parlait du laboratoire de Wuhan et qui m'expliquait qu'en réalité, on ne sait même pas exactement ce qui s'est passé, nous, Français. Alors ça, c'est le discours officiel. C'est en gros, on est tellement faibles, nous, Français, que ni nos services de renseignement, ni n'étaient en capacité, ni les gens qui ont fourni le laboratoire, la conception du laboratoire, de savoir ce qui s'est passé à Wuhan. Bon, ça, c'est le discours officiel. Bon. Moi, ce que j'ai démontré dans mon enquête, quand même, de 2022, dans mon livre L'Emprise, c'est qu'en réalité, les services de renseignement français ont su très tôt ce qui se passait dès l'automne 2019 à Wuhan. Donc ça, je le documente dans le livre avec des éléments très précis, mais que j'ai pu recouper. Mais il n'y a pas de source officielle qui m'a confirmé ces éléments-là. Sauf que depuis, on sait qu'en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les services de renseignement ont fourni des rapports allant tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'en fait, la crise n'était pas liée à janvier 2020, mais très tôt, entre septembre et octobre 2019, et que la plupart des services de renseignement, je pense notamment aux services de renseignement allemands et également les services de renseignement britanniques, qui ont alerté leurs dirigeants, en l'occurrence Angela Merkel en Allemagne, avec leurs soupçons d'une fuite de laboratoire. Et moi, c'est justement ce que j'avais expliqué, c'est que les services de renseignement français, en l'occurrence la DGSE, avaient alerté en réalité Macron et Édouard Philippe en amont
également de leurs soupçons sur une fuite de laboratoire avant même que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ait été informée de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, moi, ce que j'expliquais également dans mon enquête à cette époque-là, c'est qu'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, avait été en réalité totalement écartée de cette gestion-là sanitaire. Parce qu'il y a quelque chose que les populations, dans le monde entier d'ailleurs, démocratie ou pas démocratie, ont eu du mal à percevoir. La crise du Covid a été une crise sécuritaire et géopolitique majeure, et dans ces grandes pandémies, c'est plus les ministères de la Santé, c'est plus les médecins qui ont la main, c'est les ministères de la Défense, c'est les services de renseignement qui ont la main sur ces grandes crises internationales. On a vu le monde totalement s'arrêter en quelques mois. En fait, c'est les ministères de la Défense. Et en France, dans le cadre de la Ve République, cette culture du secret a prédominé. Donc là, on est dans la pure tradition de la Ve République, ce qui fait que même le président de la République a décidé que la plupart des discussions autour de la pandémie seraient organisées dans le cadre du Conseil de défense de l'Élysée. Donc, secret défense. Donc dans le secret défense. Et c'est peut-être pour ça qu'il Je n'y a ne sais pas jamais eu si de... on se rend compte encore aujourd'hui, d'ailleurs, les oppositions, quelles qu'elles soient de droite ou de gauche, ont très peu critiqué cet élément-là, mais c'est un élément qui est phénoménal. C'est-à-dire que le président de la République, ainsi que ses collaborateurs, l'Élysée et d'autres responsables politiques du gouvernement qui ont participé à ces conseils de défense, en gros, ont assumé la culture du secret sur des décisions qui ont été prises par rapport à la santé des Français. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire sur le sujet, comme il y en a eu dans d'autres pays, dans d'autres démocraties européennes. Oui, mais parce que quasiment tout est classifié. Oui, mais enfin, ça n'empêchait pas qu'un groupe d'opposition puisse décider d'une commission d'enquête sur le sujet. Et là, on en revient au fait que, en fait, là, pour le coup, le lien de dépendance, peu importe les étiquettes politiques, pour le coup, entre la France et la Chine est tellement important aujourd'hui, pour tout un tas de raisons que j'ai rapidement évoquées, qu'en réalité, en fait, personne n'avait envie d'ouvrir la boîte de Pandore pour savoir réellement ce qui s'était passé à l'automne 2019 à Wuhan. Alors, je voudrais qu'on parle de la France dans deux grandes crises qui ont marqué le mandat d'Emmanuel Macron, la guerre en Ukraine et la guerre en Iran. Bon, ce sont des grandes crises mondiales, les global issues, comme on dit en anglais, et la France a besoin d'exister dedans, sauf que bon, c'est une puissance moyenne, et on a l'impression que ce qui caractérise l'action, ou en tout cas le manque d'action de la France ces deux crises, c'est que Donald Trump a souvent voulu empêcher la France de parler. Il s'est comporté comme un harceleur de cours d'école avec Emmanuel Macron. C'est vrai. On a l'impression que c'est ça la constante. Une France qui veut exister, des États-Unis qui veulent absolument pas que cette France existe. Alors, il n'y a pas que les États-Unis dans le jeu. Alors justement, mais et tu disais puissance moyenne. Hein. Puissance moyenne, ça a toujours été le cas, même on va dire déjà sous. De moins en moins moyenne, on va dire. Oui, déjà sous Giscard d'Estaing, on parlait de puissance moyenne, mais aujourd'hui, ça l'est encore plus. Je le rappelais. Mais surtout, l'impuissance d'Emmanuel Macron en tant que président de la République, c'est qu'il n'avait pas réellement de stratégie, donc pas forcément d'alliés. Si je prends le terrain européen, il voulait s'allier aux Allemands, mais les Allemands, encore avant la crise ukrainienne, notamment sur le plan énergétique, n'avaient pas du tout les mêmes intérêts que les Français. Il s'est fâché avec les Italiens et il n'a pas voulu s'allier avec les socialistes espagnols, là, pour des raisons en apparence incompréhensible, mais en réalité beaucoup plus compréhensible par rapport à ce que je vous ai raconté sur les liens en fait plus importants qu'on pourrait croire entre la politique de Netanyahou, celle de Trump et celle de Macron en fait. Bon. Et qui n'est pas que de la réelle politique de Macron, parce qu'il y a également des éléments, et notamment de l'entourage d'Emmanuel Macron, pour dire oui, Emmanuel Macron préférait Trump parce qu'au moins les choses étaient plus claires que Biden. Bon, oui, il y a ça également aussi, mais il voulait vraiment plus Trump que Biden, aussi pour toutes les raisons que je t'ai évoquées. Mais sur cette incapacité de la France à exister, on l'a vu très tôt lors du premier quinquennat, par exemple sur le dossier de la Méditerranée orientale et de la Libye, la France s'est retrouvée en frontale avec la Turquie d'Erdogan, et Erdogan a multiplié, parce que tu parlais de la question des cours d'école et de harcèlement, la stratégie diplomatique du harcèlement. Voilà, mais Erdogan a été insultant à l'égard du président français pendant près d'un an. Il a multiplié les insultes, et en France, il n'y avait aucun commentaire sur ça. Et c'était du jamais vu. Alors, pour revenir à la question importante que tu posais sur l'Ukraine, et après ensuite sur l'Iran. Sur l'Ukraine et l'Iran,
mais sur l'Ukraine, je vais commencer par l'Ukraine, on voit qu'Emmanuel Macron a également, je parlais de volte-face tout à l'heure, notamment sur la question Maroc, Algérie et du Maghreb, il y a eu une volte-face totale d'Emmanuel Macron. Alors en apparence, le discours officiel, c'est de dire ah mais en 2022, il a essayé de dialoguer avec Poutine parce que finalement, il fallait le prendre au sérieux et puis en discutant, peut-être qu'on pouvait arranger les choses. Et puis finalement, il s'est aperçu qu'il ne pouvait rien attendre de Poutine. Donc tout d'un coup, il est devenu, plus royaliste que le roi, il est devenu extrêmement en soutien, et en tout cas dans la parole, parce que dans les faits, c'est plus compliqué, mais extrêmement en soutien de Zelensky, le président ukrainien. Bon. En étant parfois presque plus en soutien dans la parole, encore une fois, que par exemple les Anglais. Alors là, pour comprendre le dossier ukrainien, il y a un élément, moi, qui m'avait d'ailleurs un petit peu échappé quand j'avais travaillé sur la question énergétique et stratégique sur le dossier ukrainien. J'avais fait un livre, donc Guerre cachée, en juin 2022, assez tôt. Il y a une donnée importante qui éclaire beaucoup de choses. C'est ce que je commençais à dire au début de l'interview, c'est le point de vue de la Grande-Bretagne. Et en fait, on a beaucoup dit que c'est les Américains qui étaient énormément en soutien de Zelensky face à Poutine. Voire même, il y a des analyses qui font que c'est les Américains qui auraient poussé à la guerre. Bon, historiquement, la CIA était présente en Ukraine. Oui, bon, ça on le sait. Mais en réalité, les gens qui étaient le plus en soutien de Zelensky en 2022, au moment de l'invasion en Russie, n'étaient pas Washington. C'était Londres, en fait, le soutien le plus important. En fait, Biden était en réalité assez gêné que la crise ukrainienne éclate, parce que ça lui faisait un front supplémentaire à gérer au niveau international. Et on sait très bien que le problème des États-Unis, on le voit d'ailleurs sur l'Iran aujourd'hui, le problème des États-Unis, c'est qu'ils ne peuvent pas ouvrir 3 fronts. Ils ne peuvent pas ouvrir le front asiatique, le front moyen-oriental et le front européen en même temps, en fait. C'est un peu la situation actuelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que Trump, qui tapait beaucoup sur Xi Jinping et les Chinois à un moment donné, depuis son 2e mandat, est beaucoup plus langoureux et préfère taper sur les plus faibles, en l'occurrence les Européens. Mais pour revenir à la situation de ce qui s'est passé entre 2022 et 2023, qui est très importante, notamment du point de vue de la position de la France. La France a fait un volte-face sur le dossier ukrainien clair, mais qui n'était pas uniquement opportuniste. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Macron s'est totalement aligné sur la position anglaise entre 2022 et 2023. C'est-à-dire, en gros, ça s'est passé entre l'automne 2022 et 2023, alors même que la position anglaise, notamment sous Boris Johnson, donc, a perdu le pouvoir en juin 2022 suite à un scandale révélé dans la presse, des scandales même au pluriel. Boris Johnson, si tu veux, à l'époque, il n'était pas totalement raccord avec Washington, à tel point que l'administration de Biden était même férocement mécontente des agissements de Boris Johnson. Ce qui fait qu'en mars 2022, lors des négociations qu'il y a eu à Ankara, en Turquie, où il y avait les Américains, les Russes, les Turcs, bien évidemment, on était à 2 doigts d'un premier accord. C'est Boris Johnson qui a poussé Zelensky, à ce moment-là, à ne pas conclure d'accord, qui était de toute façon défavorable aux Ukrainiens, ça, il va sans dire. Mais à l'époque, il y avait déjà des tensions entre les Anglais et les Américains. Et Macron, en réalité, depuis 2022 et surtout depuis début 2023, il s'est énormément rapproché des Anglais. Ça a commencé dès l'automne, et c'est quelque chose qui n'est pas expliqué. Je vais faire un article bientôt sur ça, quand j'aurai le temps, parce que c'est très important. Dès l'automne 2022, il rencontre Charles III, le nouveau roi d'Angleterre. Il embauche un conseiller en communication qui s'appelle Frédéric Michel, qui a travaillé dans le groupe Murdoch, qui connaît personnellement la famille royale britannique et qui permet à organiser ses voyages d'État et ses rencontres en bilatéral entre Charles III et Emmanuel Macron. Et c'est un élément extrêmement important. Oui, mais c'est aussi un élément qui traduit la stratégie du banquier d'affaires, c'est-à-dire se mettre au milieu, toujours se rapprocher. En l'occurrence, ça traduit, comme tu dis, cette stratégie un peu à la banquier d'affaires, ça traduit, oui, alors on pourrait dire un opportunisme, mais surtout ça traduit pas de stratégie, c'est-à-dire on change de tout au tout de cheval. Proche des Anglais qu'une position maximaliste contre la Russie, mais aussi dans une relation de séduction avec Vladimir Poutine, dans le même temps. Non, parce qu'il est juste après, juste avant. Et non, justement, il est passé d'une position totalement, entre guillemets, séductrice, voire, j'allais dire, parfois complaisante, avec Poutine, et quelques mois après, si tu veux, le temps qu'il se repositionne, quelques mois après, dès 2023, il a eu des discours extrêmement guerriers au nom de l'Europe,
qu'on en étonné plus d'un, si tu veux, y compris, pourquoi? Parce qu'en fait, la France n'était pas en première position, ça restait les Ukrainiens en première position, que l'aide militaire de la France était finalement relativement modeste, que l'aide financière de la France était également relativement modeste, et donc il y avait des discours totalement maximalistes de Macron, engageant d'ailleurs l'Union européenne et les Européens. Alors, parfois, c'est parce qu'il y avait une unanimité à Bruxelles, pas totalement, mais il y avait des États qui allaient dans ce sens-là, notamment la Pologne, et les Anglais, pourtant, sortis de l'Union européenne en plein Brexit. Sauf que cette période-là, il faut la comprendre également avec un autre élément, c'est-à-dire Israël et le dossier moyen-oriental, justement, pour deux raisons. Déjà parce que Macron, bien avant le 7 octobre, se sépare de Netanyahou, en fait. Et la guerre, entre guillemets, de l'ombre, commence entre Netanyahou et Macron très fortement à se dégrader pour la France début 2023, même fin 2022. Et à partir de là, ça explique d'ailleurs quelque chose d'important, la reconnaissance symbolique de l'État français, et quand je dis symbolique, c'est une décision à un vote aux Nations Unies, mais de l'État palestinien, qui a emmené, c'est pour ça qu'il y a eu une dynamique diplomatique, mais qui a emmené d'autres États internationaux dans la reconnaissance de l'État palestinien, ce n'est pas du tout des convictions initiales d'Emmanuel Macron sur le dossier. Il n'en avait jamais parlé, il n'a jamais parlé lors du premier mandat du conflit israélo-palestinien, il se taisait, qui ne dit mot consent, et tout d'un coup, il reconnaît l'État palestinien. En fait, il reconnaît l'État palestinien pas pour une question uniquement d'image, c'est qu'en fait, il était déjà acculé dans un désaccord profond et multiple qu'il avait avec les Israéliens, en l'occurrence surtout avec Benyamin Netanyahou, qui touchait pas uniquement des dossiers géopolitiques et moyen-orientaux et diplomatiques, mais qui touchait aussi des dossiers stratégiques, des dossiers justement industriels, financiers, notamment le dossier Atos entre autres, mais pas que. Et sur le terrain, sur ces terrains stratégiques, le rapprochement avec les Anglais est également sensible sur un élément central, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire française, où quand Macron fait des grands discours sur il faut maintenant la partager au niveau de l'Union européenne, enfin en tout cas avec d'autres États européens, ce partage entre guillemets de la dissuasion nucléaire française, le bouton atomique, ça reste toujours le président français qui l'a, mais en fait c'est un discours qu'il tient également vis-à-vis des Anglais, qui sont en réalité depuis de nombreuses années dans une recherche d'autonomisation de leur force de dissuasion qui est en réalité largement dépendante de la dissuasion en fait américaine, parce que toute la fabrication de la dissuasion anglaise est sous contrôle américain quasiment. Bon. Et donc ça, c'est des tectoniques de plaques qui s'est passé lors du deuxième mandat de Macron. Et donc, si je résume, parce que là c'est très compliqué ce que j'ai dit, mais si je résume, en gros, il y a eu volte-face de Macron sur le dossier ukrainien, rapprochement très fortement avec la position anglaise, notamment sur le dossier ukrainien et russe, et dans le même temps, éloignement des positions françaises et de Macron vis-à-vis de la politique menée par Netanyahou au Moyen-Orient, qui a abouti en partie à la guerre en Iran. Et on est dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, la position anglaise, d'ailleurs, sur le dossier iranien, est également tranche par rapport à d'autres pays, y compris par rapport aux États-Unis. Les États-Unis sont suivistes ou acteurs, malgré eux, ou avec eux, ça dépend, les sphères d'influence qu'il y a autour de Donald Trump. Il y a ceux qui étaient pour la guerre et ceux qui étaient férocement contre, on le sait, dans l'administration américaine. Mais les Anglais ne sont pas du tout d'accord. Il suffit de regarder la presse anglaise, notamment le Guardian, depuis plusieurs mois, pour comprendre que les Anglais n'étaient pas du tout d'accord avec la déclaration de guerre et multiple à l'égard de l'Iran par les Israéliens. Ils n'étaient pas non plus du tout d'accord avec la politique de Benyamin Netanyahou sur Gaza après le 7 octobre 2023. Les titres, la presse anglaise ont été extrêmement virulents à l'égard de la politique de Netanyahou, ce qu'on ne trouve pas du tout dans la presse française. Et là, on voit qu'il y a eu un changement de pied extrêmement important, ce qui fait que Macron, d'ailleurs, a perdu énormément de relais et de soutien en France, de relais et de soutien du côté des gens qui soutenaient la politique de Netanyahou en France. Des gens qui soutenaient Macron aussi pour cet élément-là ont commencé à le critiquer. Et ça a provoqué aussi des fractures dans la Macronie, parce que dans la Macronie, en gros, il y a également des gens qui étaient très divers, et il y avait des gens qui étaient justement plutôt en critique de la politique israélienne, et au contraire des gens qui étaient en soutien indéfectible à l'égard de la politique israélienne. Alors, c'est très passionnant ce qu'on dit, mais à un moment donné, on va devoir arrêter. Je voulais qu'on profite du temps qui nous reste pour évoquer les réseaux qui influencent la diplomatie sur la question de l'Afrique du Nord et
aussi un peu du Moyen-Orient, du Proche-Orient, c'est-à-dire Israël-Palestine. Tu expliquais que Macron était contraint par ses complaisances, ses réseaux qui l'ont amené finalement à être soi-disant gaulo-mitterrandien, mais en complaisance vis-à-vis de Netanyahou, etc., réseau marocain, réseau algérien. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Alors, oui, bien sûr. La carte que Macron a jouée tant au Moyen-Orient qu'au Maghreb, il y a un État qu'on n'a pas évoqué, qui est important pour la France, là aussi depuis de nombreuses années, parce qu'on a des bases sur place, on défend même le pays en question, là par rapport aux contre-attaques iraniennes. Je veux parler des Émirats arabes unis. Et donc, il y a une très forte proximité de la France avec les Émirats arabes unis au niveau du Moyen-Orient, parce qu'en gros, la France, perdant petit à petit ses positions coloniales au Moyen-Orient, enfin dans ses positionnements néocoloniaux au Moyen-Orient, perdant son influence tout simplement, y compris même au Liban. Là, on voit bien même que dans les négociations entre le Liban et Israël, la France a totalement disparu de la carte. Ces dernières années, les réseaux français se sont énormément appuyés sur les Émirats arabes unis. Sauf que les Émirats arabes unis, qui ont des positions diverses on va dire, dans les familles de l'émir et autour, mais ils ont une très forte proximité, accord d'Abraham obligeant, entre guillemets, avec Israël en fait. Et donc on retrouve cet alignement français et de Macron dès 2017 sur les Émirats et Israël au Moyen-Orient. Et ça a eu aussi des conséquences du côté du Maghreb, parce que bien évidemment, c'est quelque chose qui a été très mal vécu et mal vu par Alger, qui garde un souvenir y compris la guerre d'indépendance et libération algérienne, par rapport aux vieilles politiques d'alliance de la France, de la 4ème République avec Israël. Donc ça, c'est une vieille histoire. Et du côté du Maghreb, Macron a été très contraint et lié par rapport à ce qui s'était passé, notamment, que j'ai documenté dans mes enquêtes, à la campagne de 2017. Parce qu'effectivement, il s'était largement approché de certains réseaux affairistes algériens, qui étaient également des réseaux france-africains ou anciennement france-africains, dans une période très trouble en Algérie, parce que c'est la fin de règne de Bouteflika. Et en réalité, ces réseaux-là, c'était des réseaux qui étaient aussi très proches des Émiratis. Et ça, je le raconte dans un dernier papier que j'ai publié au mois de décembre, où justement, dans ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué, notamment depuis 2-3 ans, des tensions qui ont été de plus en plus fortes entre Alger et Paris, j'explique qu'on ne peut pas comprendre les tensions qui se sont jouées entre Alger et Paris uniquement en parlant d'un côté du Maroc, parlant d'Alger et de la France. C'est pas qu'un triangle, c'est également des jeux de réseaux opposés, tant à Paris qu'à Alger même. Et en fait, si je la fais courte, à Paris, Bruno Retailleau, ministère de l'Intérieur, était, de par la faiblesse institutionnelle de Macron, qui n'avait plus de réelle majorité au Parlement, Bruno Retailleau faisait un peu qu'à sa tête alors qu'il était ministre de l'Intérieur et n'a pas arrêté de braquer les Algériens sur plein de dossiers. Et à l'inverse, à Alger, l'entourage de Tebboune, et notamment son directeur de cabinet, dont là, ces derniers jours, on se demande où il est, Boualem, était en réalité sur une ligne dure aussi vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et ces deux pôles ont constitué le cœur de la crise, notamment à travers la crise autour de Boualem Sansal. Ces deux pôles durs, à Paris et à Alger, ont tendu les relations. En fait, Tebboune, comme Macron, avait plus intérêt à se parler, indépendamment des décisions même vis-à-vis du Maroc et de la France. Mais c'est des éléments qui ont eu énormément de mal à se décanter ces derniers mois, si tu veux. Parce que Macron, tout simplement, sur ce dossier-là, a manqué de temps et a manqué de levier, tout simplement par la situation politique en France. Je parlais de Retailleau qui avait une position, Barrot qui avait une autre position, le ministre des Affaires étrangères. C'était la pagaille et le foutoir. Et ça l'est resté, si tu veux, la bataille et le foutoir. Mais tout ça n'explique pas la reconnaissance impromptue de la marocanité du Sahara occidental. La reconnaissance impromptue, elle est impromptue. Elle n'était pas du tout attendue par les Algériens qui pensaient avoir conservé de très bonnes relations avec le président Macron depuis 2017, justement. Mais elle s'explique par tout un tas de jeux de chantage qui sont exercés autour d'Emmanuel Macron et de sa présidence. Chantage.
Ah oui, on peut dire ça comme ça. Bah, de toute façon, il y a eu des éléments d'ordre, là, on n'est plus dans la diplomatie, on est dans l'espionnage, clairement. C'est pour ça que le Mais dossier. Par exemple, tu parlais du fait qu'il n'y avait pas eu de commission d'enquête. Parce que le discours public français depuis plusieurs mois, et notamment sur la Russie, c'est attention aux ingérences étrangères. Ça, c'est le grand discours sécuritaire aujourd'hui. Attention aux ingérences étrangères sur les réseaux sociaux, sur à peu près, mais également d'espionnage pur, économique, politique, diplomatique. Bon, il y a eu, le Canard enchaîné l'a dévoilé l'année dernière, il y a eu carrément des conseillers de la cellule diplomatique qui ont été. Il y a eu des enquêtes sur des conseillers de la cellule diplomatique de l'Élysée qui étaient soupçonnés de collusion avec des puissances étrangères, notamment la Chine, mais pas que. Donc, on est dans une situation très dangereuse sur le plan international où le poids du renseignement devient considérable dans toute la et diplomatie. qui fait Et chanter là, Macron? je parle pas de Macron en tant que tel. Je parle de ce qu'est devenu le monde d'aujourd'hui et le monde de la décision d'aujourd'hui. Le problème, c'est que ce président de la République, comme les précédents pour le coup, Hollande ou Nicolas Sarkozy, il avait une réponse, c'était de toute manière, le secret n'existe plus. Dans les 3 cas, ils n'ont fait que des bêtises, par exemple, en utilisant parfois, en plus de leur téléphone ultra sécurisé, ils ont utilisé leur téléphone personnel à plusieurs reprises, sans aucun cadre. Tu parlais de commission d'enquête, par exemple, sur l'affaire Pegasus, il n'y a pas eu de commission d'enquête. On apprend à travers un article de Libération de 2024, dans mon souvenir, qu'en réalité, le téléphone portable d'Emmanuel Macron n'a même pas été transmis à la DGSI qui, normalement, doit s'occuper de Alors, qui gérer. dit Pegasus dit Israël et Maroc. On peut le penser. Donc le En tout Maroc cas, et Israël tiennent en- sur ce dossier je ne la sais pas France. s'ils tiennent. En tout cas, il y a eu des éléments de pression clairs de certains réseaux qui soutenaient la politique marocaine et qui ont pris aussi toute leur place dans le dispositif marocain. C'est-à-dire, en gros, la France avait disparu au Maroc, je dis la position de la France avait disparu au Maroc, et il a fallu que Macron change de tout au tout sa position, mettant en colère les Algériens, pour retrouver de l'air vis-à-vis du Maroc, si tu veux. Ça a été la Enfin, décision tu diplomatique. as écrit un livre qui s'appelle L'ambigu, Monsieur Macron, et plus on parle, plus on voit que l'ambiguïté n'est pas qu'en France, c'est-à-dire elle est au Moyen-Orient, elle est avec les États-Unis, elle est en Europe, elle est au Maghreb aussi, et du coup, bah, finalement, on n'a plus de copains, tellement on ne sait pas qui est cet ambigu, Monsieur Macron. Mais c'est bien le problème, c'est-à-dire que la France a perdu également de son influence, parce que en réalité, c'est ce que je disais au début de l'entretien, d'un côté, dans la diplomatie traditionnelle de la France, Macron n'avait pas de stratégie claire, identifiée, compréhensible auprès de ses partenaires ou parfois de ses ennemis ou concurrents. 2, il n'a pas réussi à établir de confiance, et au contraire, la confiance n'a cessé de se dégrader, c'est-à-dire parce qu'on ne l'a pas pris au sérieux de par les engagements multiples et souvent contradictoires du président français. Et puis après, il y a le troisième élément, c'est les éléments qui restent encore, pas tous, mais qui restent à documenter. Mais il y a des éléments de dossier où la question des ingérences étrangères se pose sur plusieurs dossiers liés à la Macronie et à Macron depuis 2017. L'affaire Benalla est une affaire importante dans ce cadre-là. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé autour de Benalla, et notamment sur le fait que le coffre a disparu. La justice française a considéré qu'il y avait un non-lieu sur ce Mais dossier-là dans de la l'affaire du disparition coffre, du il y a coffre. des ingérences étrangères? On peut poser la question. Oui, bien évidemment, ça peut se poser la question. On est dans l'entourage du président de la République français. À un moment donné, dans le monde actuel, ne pas se poser la question, c'est pas faire preuve de professionnalisme, si tu veux. Normalement, le fait qu'il y a eu des soupçons d'espionnage sur le téléphone personnel du président de la République dans le cadre de l'affaire Pegasus, ce n'est pas anodin. Et ces soupçons-là, il n'y a pas eu de réponse claire sur est-ce que le téléphone a bien été espionné, pas espionné. Et par qui? Représentation, et par qui? La représentation nationale n'a pas eu de réponse, mais n'a même pas posé de réelles questions sur ce dossier-là.
Dernière question, et c'est un sujet qui me tient à cœur, mais on n'a plus le temps. Est-ce que Emmanuel Macron est l'homme de l'échec en Afrique? C'est-à-dire, bon, les bases militaires sont parties, c'est peut-être une bonne nouvelle, puisque c'est la décolonisation, mais sauf que elles sont, la France a été quittée puisqu'elle a quitté. Les relations sont tragiques avec le Sahel, au point où le dernier sommet Afrique-France, qui est devenu Africa Forward, s'est fait au Kenya, un pays hors de la sphère traditionnelle de la France, parce que dans cette sphère, on n'en peut plus de la France, et d'Emmanuel Macron particulièrement. Est-ce que c'est le grand échec d'Emmanuel Macron? J'espère que tu vas répondre rapidement, parce que Alors, je vais malheureusement, on n'a répondre plus beaucoup de rapidement. temps. Il y a 3 dossiers importants à avoir en tête. Une partie de la perte d'influence française, notamment au Sahel, mais notamment, je pense, à la Centrafrique, a été liée également au fait que les Français ont perdu du terrain, pour le coup, par rapport à la Russie et aux Russes, qui ont eu une diplomatie à la fois guerrière, j'allais dire, et sécuritaire auprès d'États africains. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément important sur la sphère dite francophone, là, il y avait tout un passif, notamment de mémoire, de relations néocoloniales qui n'a pas été soldé par le président de la République. Et donc, par rapport à un dossier comme celui de Bolloré, par exemple, le fait que finalement Bolloré vende à un armateur mondial comme MSC, c'est un élément important de la perte d'influence française, mais qui est lié également à un passé néocolonial français qui n'a pas été intelligemment géré, pas uniquement par Macron, mais également par les services de l'État, le Quai d'Orsay, par énormément d'acteurs. Et ensuite, le bonus, ou plutôt le côté trouvaille d'Emmanuel Macron d'essayer de s'adresser aux pays anglophones en Afrique, on l'a encore vu très récemment, n'a pas été totalement, c'est moins qu'on puisse dire, couronné de succès, mais parce que les grandes puissances qui sont en Afrique, aujourd'hui, se livrent une bataille d'influence considérable, notamment, je pense, en République démocratique du Congo par rapport aux questions minières. Et là, on retrouve la Chine, les États-Unis, Israël, la Turquie, et par exemple, ces 4 puissances que j'ai citées ont des stratégies de long terme, ils ont des stratégies d'influence économique, mais également d'influence culturelle. Je pense par exemple aux Turcs, qui passent par des médias, du soutien aux médias, qui passent par des liaisons aériennes, une politique de hub aérien, Des, je pense des aux réseaux Turcs, religieux et d'éducation aussi. la composante culturelle très importante, et que la France, aujourd'hui, en dehors de l'AFD, Agence française de développement, n'a pas de stratégie de ce point de vue-là réellement. L'AFD a donné beaucoup d'argent, mais pour des projets toujours où il y a une ambiguïté justement dans pourquoi cet argent est donné, où il n'y a pas forcément de transparence dans ces subventions à l'étranger. Là, Macron, quand il est venu au Kenya, il a dit de toute façon on n'a plus d'argent. Donc c'est quand même aussi très particulier. Et là, on retrouve la question, est-ce que la France est un partenaire fiable à tout niveau? C'est-à-dire, est-ce que la parole de la France peut être encore forte aux Nations Unies sur certains dossiers centraux, notamment le respect du droit international? On voit qu'aujourd'hui, la France a un discours très marginalisé, y compris sur ce qui était la spécificité de la France dans le cadre du débat onusien, on va dire, sur le respect du droit international. La France n'a plus de voix. C'est quand même l'un des éléments les plus saillants de ces 2 mandats d'Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron, dernière question, réponse en 1 minute, est-ce qu'il a trahi d'une certaine manière par incompétence, par ambiguïté, par mélange, par insertion dans des réseaux qui ont pu lui faire du Disons que chantage? par insouciance au minimum et par insouciance souvent, et par prise de risque parfois, il s'est rajouté des difficultés, lui, à titre personnel, pour mener à bien sa politique internationale et donc porter la voix de la France. Je n'irai pas jusqu'à la trahison, je n'ai pas les éléments pour le dire. Trahison peut signifier compromission dans ce cadre-là. Mais en tout cas, il y a des éléments de sensibilité sur certains dossiers qui fait qu'on voit bien que le président français, sur plusieurs dossiers, n'avait pas toute latitude pour imposer le rapport de force. Et donc, je reviens à ce que je disais au début de l'entretien, à la fois par caractère, par habitude, c'est-à-dire le fait qu'il a du mal à imposer de toute manière un rapport de force, notamment dans le cadre international et diplomatique,
mais également parce que sur plusieurs dossiers, il était dans une perspective transactionnelle, pas forcément financière, comprenons bien, mais transactionnelle au sens tu me donnes ci, je te donne ça. Mais encore une fois, à force d'être dans cette stratégie transactionnelle avec différents acteurs, en diplomatie, ce n'est pas forcément la bonne solution parce que généralement, la mémoire reste et les acteurs peuvent être rancuniers, on va dire. Merci Marc. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur off-investigation.fr pour faire un don. On compte sur vous. Chaque euro compte.